Bonjour, aujourd'hui on va parler des freins. Les freins qui pourraient se situer entre mon cap, mes valeurs, ce vers quoi je veux aller, et moi. Ces freins ils peuvent être de deux types. On va parler des freins qui sont de nature anxieuse, j'ai peur de quelque chose, ou ceux qui sont de nature dépressive, c'est-à-dire je suis fatiguée, je manque d'énergie pour aller vers. Pour le frein anxieux, on va utiliser ce qu'on appelle des thérapies d'exposition comportementale. Comme on peut voir sur l'image, je suppose que la personne sur l'image est atteinte d'une phobie des ascenseurs. Et donc là, elle s'expose à sa peur, elle se met au contact de ce qui lui fait peur pour la ressentir et pour pouvoir travailler ensuite dessus. On peut s'exposer de deux façons, soit en imagination, on imagine ce qui nous fait peur et on voit ce qui se passe, soit on le fait vraiment, c'est-à-dire on monte vraiment dans un ascenseur par exemple. Les thérapies d'exposition, elles fonctionnent pour cette raison, donc la raison qui est exposée sur le graphique, c'est-à-dire que chaque exposition fait diminuer la réaction anxieuse de la suivante exposition. Ok, si tout se passe bien, et si la personne s'expose à peu près toujours dans le même cadre, au départ, l'anxiété va diminuer. C'est le même principe, ça fonctionne aussi, ça, c'est scientifique chez le poulpe. Si je touche la tentacule d'un poulpe, au début, il l'enlève immédiatement. Et puis, si je continue, je lui touche inlassablement la tentacule. Au bout d'un moment, il arrête d'enlever sa tentacule, il s'est habitué, ça s'appelle. Donc, c'est le même principe pour la peur, c'est ce principe qu'on utilise. Donc, l'exposition va permettre à l'anxiété de monter au fur et à mesure moins haut, de durer moins longtemps et de redescendre plus rapidement. Également, ce qui est très important à préciser avant de commencer les expositions, c'est que les manifestations anxieuses qui sont extrêmement impressionnantes avec ce cœur qui bat très vite, cette respiration qui s'accélère, la tête qui peut tourner, donner l'impression qu'on va mourir, vomir, devenir fou, etc. Des sensations aussi peut-être dans les mains et dans les jambes de faiblesse, enfin de bizarrerie. Ces sensations sont extrêmement intenses et pourtant pas dangereuses. Elles ne tuent pas la personne. C'est un peu l'idée d'un effort sportif intense, mais sans sport. Donc du coup, ça donne tous ces symptômes parce qu'il n'y a pas de sport. Mais globalement, le corps va bien quand il fait ça. C'est une réaction normale d'alerte, qui est vraiment très à l'opposé de la baisse de tension, qu'on peut trouver dans le vrai évanouissement. Donc la personne, normalement, ne s'évanouit pas quand elle fait ça. Donc c'est pas dangereux. Et ça va finir par redescendre aussi. Ça peut pas durer indéfiniment cette intensité émotionnelle-là. Voilà pourquoi on explique tout ça à la personne avant de la mettre dans des conditions compliquées pour elle. Quand la personne est OK pour commencer ce protocole d'exposition, il va falloir, avant de commencer les expositions, hiérarchiser toutes les situations qui font peur. Donc là, j'ai noté les situations sociales, c'est dans le cas d'une situation de phobie sociale, mais c'est pas obligatoire. Ça peut être effectivement les ascenseurs, les endroits clos, enfin voilà, plein de tout, peu importe, les araignées, ce qui nous fait peur. Donc on hiérarchise les situations anxiogènes. À côté de chaque situation anxiogène, on note l'angoisse entre 0 et 10, à combien ça m'angoisse de faire ça. Donc ensuite, on choisit une situation qui m'angoisse plutôt faiblement. On choisit pas la pire des situations. Alors on pourrait, ça dépend, on pourrait le faire. Mais le souci avec la pire, c'est que si la personne sort de la situation avant que l'anxiété ait suivi ce que fait le graphe, avant qu'elle redescende, ça va produire l'effet inverse. C'est-à-dire que là, l'anxiété, la fois d'après, elle va augmenter. Ça s'appellera une sensibilisation. Donc c'est ça qu'on veut éviter. Donc il faut que la personne soit OK pour dire, peu importe mes symptômes anxieux, je suis d'accord de m'exposer à cette situation-là et à rester, je m'engage à rester jusqu'à la fin, jusqu'à ce que mon anxiété redescende ou jusqu'à ce que la situation soit finie. Ok, si elle sort avant, là on n'est pas bon. Donc ça c'est un accord à trouver avec la personne. Évidemment, plus fort on s'expose, plus vite ça va aller parce que pour tout en fait, si je me suis exposée à ça d'anxiété, évidemment que toutes les situations qui étaient là, globalement elles vont être guéries de fait. Donc voilà, on se met d'accord pour le choix de cette situation. Et ensuite, on se pose et on se demande ce qu'on risque de pire dans cette situation. Qu'est-ce que notre blabla intérieur nous raconte de ça, comment je vais me sentir, de quoi je vais avoir l'air, qu'est-ce que les gens vont penser de moi, est-ce que j'ai l'impression que je vais mourir, pas mourir, etc. Tout ce que je crois de moi et de ce qui va se passer dans cette situation, je le note sur une feuille.
L'idée, après avoir noté tout ce que j'imagine, ça va vraiment être de pouvoir faire la différence entre ce que j'imaginais, tout ce que j'avais dans la tête, et ce qui se passe vraiment. Et en règle générale, les gens exagèrent énormément, ils catastrophisent ce qui pourrait arriver. Ce qui est important et qui va aussi avec cette espèce d'idée là du graphe, c'est donc déjà de évidemment se préparer à ressentir de l'anxiété. L'idée de cette thérapie, c'est de ressentir beaucoup d'anxiété pour ensuite qu'elle diminue, mais c'est pas de penser qu'on va pas en ressentir. Bien sûr, on va en ressentir. Et si on n'en ressent pas, je dirais que c'est pas bon parce que ça se passera pas comme prévu sur le graphe. Si jamais on n'en ressent pas, c'est peut-être que la personne a lutté contre son anxiété par ce qu'on va appeler des évitements subtils. Donc par exemple compter dans sa tête et vraiment ne pas penser à ce qui est en train de se passer, boire de l'eau, être accompagné de quelqu'un qui nous rassure, je sais pas, ou prendre un médicament avant de s'exposer pour lutter contre l'anxiété. Voilà, si on a mis en place quelque chose qui fait qu'on ne ressent pas l'anxiété, c'est pas bon. Donc ça aussi on le discute avant. Si on s'expose, on s'expose en entier, on est concentré dans la situation, on est là avec notre anxiété énorme et on attend qu'elle redescende. Une fois que c'est fait, une fois qu'on s'est exposé, on va agir comme un scientifique et on va tester les hypothèses qu'on avait préalablement notées. Et puis à la fin de l'exposition, on va revenir sur ces hypothèses et on va se demander ce qu'on a appris par rapport à ça. Et puis on va se demander, tiens, et maintenant, si je me réexpose, est-ce que ça a changé ce que je pense? Qu'est-ce que je pense maintenant par rapport à cette situation-là? Parfois aussi, ça peut être l'intensité de ce qu'on pensait. Effectivement, on peut se dire, bah, je vais ressentir beaucoup d'anxiété, c'est vrai, j'en ai ressenti beaucoup, mais je suis quand même pas mort. Des fois, ça va être simplement l'exagération de ce qu'on va imaginer avant de s'exposer. Et là, on va remettre, on va dire, à sa place les éléments. On va pouvoir donner des tâches à la personne pendant le travail, des tâches d'exposition. Donc en gros, on va donner une ou deux tâches à réaliser qui correspondront à la liste qu'on avait donnée. On en choisit deux. Et puis la personne va noter sur un tableau chaque fois qu'elle s'est exposée, le jour, l'anxiété ressentie, combien de temps elle est restée, est-ce qu'elle a réussi à rester jusqu'à la fin et à ne pas mettre en place d'évitement. Donc là, je répète les règles donc d'exposition. Il faut que les expositions soient programmées. L'idée, c'est que la personne se dise, allez, j'y vais, et non pas que ça lui tombe dessus sans qu'elle ait pu anticiper. Il faut qu'elle soit hiérarchisée, donc suivant la liste qu'on avait proposée au départ. Prolongée, c'est-à-dire que la personne reste jusqu'à la fin. Et effectivement, on continue à rester dans la même situation avec le même cadre jusqu'à ce que l'anxiété diminue de au moins 50%. Dans l'idéal, ce qui est mieux, c'est qu'elle ne ressente plus d'anxiété, mais il faut, pour passer à la suivante, qu'elle ait diminué d'au moins 50%. Il faut le répéter plusieurs fois par semaine. Je répète de façon complète, c'est-à-dire sans évitement subtil, compter, être accompagné, etc. Et bien sûr avec l'accord de la personne. Là, je donne un exemple d'exposition pour tout ce qui est exposition plutôt au jugement et à l'expression orale. Ça arrive assez souvent. Donc là, on va, avant de passer à l'expression orale devant une caméra, on va noter tout ce qu'on croit de soi. Hein, puis ensuite, on va se filmer en train de s'exprimer à l'oral. Bien sûr, on aura déjà dit avant combien ça nous angoisse de s'exprimer à l'oral devant une caméra. Je note donc tout ce que j'imagine de ma performance. J'ai peur de rougir, j'ai peur de trembler, j'ai peur de bégayer, j'ai peur que mon contenu ne soit pas adapté. Voilà, toutes les peurs qu'on va avoir. On peut éventuellement noter à combien on y croit à ça et à combien quand même on se dit bon, j'exagère peut-être un peu. Ensuite, on filme. Et ensuite, on regarde la vidéo et on renote tous les points qu'on avait imaginés. On reprend chaque point qu'on avait noté. Et cette fois-ci, on renote. Est-ce que finalement, ça, j'y crois toujours autant? Est-ce que c'est vraiment vrai? On peut aussi se demander à quelqu'un de nous aider parce que souvent, les gens sont plus pertinents sur nous que nous. On est souvent les pires juges de nous-mêmes. Donc la personne, elle va pouvoir vraiment dire, si moi j'ai dit que je rougis et que j'arrive pas à voir que finalement, ça ne se voit pas à la caméra que j'ai rougi, voilà, on peut demander à quelqu'un de noter aussi avec nous. Concernant les freins qui sont plutôt de l'ordre de la dépression, c'est-à-dire des symptômes de fatigue, de manque d'énergie et de difficulté à se mettre dans l'action, on va utiliser ce qu'on appelle l'activation comportementale. L'activation comportementale, elle vient répondre à ce cycle-là de l'apathie. Donc l'apathie montre que quand on a une dépression, on a des symptômes de perte d'énergie, de fatigue et de perte d'intérêt.
qui vont engendrer une diminution d'activité, une tendance à négliger ses responsabilités, à être un peu en inertie, ce qui va augmenter la culpabilité, le désespoir, le découragement et le sentiment d'inefficacité, enfin augmenter le sentiment d'inefficacité de la personne, et donc finalement augmenter encore les symptômes de dépression. Et c'est comme ça que la roue tourne et on continue de tourner et que la dépression augmente. Donc cette activation comportementale, elle demande, elle dit que malgré ces symptômes-là de sentiment de perte d'énergie, de perte de plaisir, de manque d'intérêt, l'idée c'est quand même d'essayer de continuer de s'activer et de faire quand même des choses en lien avec nos valeurs, comme on a déjà défini. Et que ce niveau d'activité va quand même permettre de diminuer le sentiment de fatigue. Alors ça va dépendre de la fatigue évidemment. Si on est sur de la fatigue physique après un marathon, évidemment, il faut aller dormir. Mais si vous vous rendez compte que vous dormez, mais que malgré tout la fatigue reste là, si le repos ne permet pas de diminuer la fatigue et au contraire a tendance à l'augmenter, c'est qu'on est plutôt sur une fatigue de type celle qu'on retrouve dans la dépression et qui n'est pas aidée par le sommeil, mais plutôt justement par la reprise d'activité. Donc la reprise d'activité va aussi permettre de diminuer les ruminations. Si je suis concentrée dans quelque chose, j'ai moins de place pour mon moteur, là, toutes mes ruminations. Ça augmente la motivation petit à petit. Ça, c'est parce que ça augmente le niveau en fait, d'activité cérébrale et des neurotransmetteurs. Ça peut éventuellement modifier la tendance à voir les choses qu'on va avoir, la vision négative des choses. Ça peut améliorer la confiance en soi et l'humeur. Pour choisir l'activité, évidemment, on reprend ce qu'on avait fait sur les valeurs et on choisit des activités qui vont dans le sens de ces valeurs. On peut ou alors reprendre quelque chose qu'on avait arrêté de faire, qu'on faisait avant la dépression et pour laquelle on avait du plaisir. On choisit toujours soit sens, soit plaisir, soit les deux si c'est possible. On essaie d'être spécifique et concret. On choisit des activités qu'on va appeler SMART, donc spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et timé, donc dans le temps, prévu dans le temps. Donc il faut qu'elle puisse être réalisée, qu'on puisse définir quand, où, avec qui, pendant combien de temps. Donc par exemple, sortir, c'est pas très smart. On ne sait pas à partir de quand vous allez être satisfait par vous-même. Donc ce serait sortir pour aller faire un tour dans le parc en bas de chez moi, pendant 10 minutes, seul. Ça c'est à peu près, puis je vais y aller jeudi après-midi à 14h. Ça c'est smart. On essaie d'être réaliste aussi par rapport à ce qu'on était capable de faire. J'ai déjà eu des personnes qui faisaient plus rien depuis quelques temps et puis soudainement se disent je vais aller faire un trail pendant 4 heures. C'est peut-être un petit peu excessif. Il faut essayer de choisir quand même quelque chose de réaliste par rapport à ce qu'on était capable de faire. Il vaut mieux faire des petites choses et les réussir et du coup augmenter son sentiment d'efficacité que se demander des choses très élevées à la hauteur de ce qu'on faisait avant la dépression et puis du coup d'avoir des difficultés et de ne pas avoir envie de recommencer. On peut essayer de prévoir les obstacles qui pourraient se présenter et de voir comment on ferait pour les surmonter s'ils arrivent. Ensuite, on fait l'activité, on évalue le résultat. Cette fois-ci, ce qu'on évalue, c'est le plaisir pris dans l'activité et éventuellement l'humeur avant et après l'activité. Et comme tout à l'heure, on va recommencer à faire cette activité autant que possible jusqu'à ce qu'on voit, tout à l'heure c'était l'anxiété qui diminue, cette fois c'est le plaisir qui monte et l'humeur aussi après l'activité qui augmente. On n'attend pas de l'activation comportementale qu'elle soit magique, ni même d'ailleurs de thérapies d'exposition. Il faut du temps et il faut recommencer ça plusieurs fois parce que le cerveau c'est quelque chose qui est complexe mais qui est à la fois assez lent à changer. On peut se rendre compte que pour n'importe quelle chose, quand on doit changer quelque chose dans la vie, c'est long pour le cerveau. Ne serait-ce que des automatismes, modifier un automatisme. Je donne souvent celui où quand on change de poubelle, quand on change le contenant de la poubelle, si on avait une poubelle qui s'ouvre avec la main, avec le pied, à pédale, ou alors des fois il y a des poubelles où on leur fait coucou et elles s'ouvrent. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de changer de poubelle, mais pendant un moment vous refaites l'ancien truc. Donc vous lui faites coucou si elle est là, ou vous appuyez avec le pied, et vous mettez en général à peu près 15 jours pour modifier ça et pour faire la bonne chose quand vous arrivez devant la poubelle, c'est-à-dire l'ouvrir correctement sans erreur. En sachant en plus que pour cette action-là, c'est une action simple, qui n'est pas trop prise par d'autres facteurs. Voilà, c'est juste une activité motrice simple, normalement sans trop de conséquences. Et vous mettez pourtant 15 jours
alors même que vous faites pas d'erreur, vous pouvez pas vous tromper, vous jetterez pas votre pot de yaourt si vous n'avez pas fait la bonne chose. Donc en plus, ça met 15 jours alors même qu'on peut jamais se tromper et que c'est une activité assez simple. Donc évidemment que quand il s'agit de choses complexes comme on est en train d'aborder là, il faut s'attendre à ce que ça prenne plus de temps et donc être patient et bienveillant avec soi. L'idée étant toujours de réussir à aller vers mes valeurs, vers ce qui fait du sens et ou du plaisir pour moi.